tous, l'info sur l'info, plongée dans les coulisses de l'actualité, de l'image, de la com, avec l'équipe du jour, monsieur Philippe Turle. Bonjour Philippe. Bonjour Christophe. Journaliste britannique que vous retrouvez sur RFI. Pierre Dumazo, bonjour. Bonjour. Journaliste politique à Valeurs Actuelles. Et Muriel Rius, bonjour Muriel. Fondatrice du mouvement Les Femmes Avec. Dans un instant, c'est Michel Scott du service étranger de TF1 qui nous viendra sur ce plateau pour nous parler des coulisses du voyage du président Macron dans les Émirats. Et Frédéric Delpech qui a passé hier sa journée à l'Assemblée nationale. Ça hurle, ça grogne. Il y a des avantages qui ne vont pas durer très très longtemps. Inauguration donc en grande pompe d'une initiative culturelle vieille de 10 ans visant à nous rapprocher des Émirats. Le Facebook Live de l'Élysée lors de la visite du Louvre censuré. Vous verrez en exclusivité ces images. Des passages d'un discours présidentiel sur Napoléon et la langue française quelque peu embarrassantes. Et des questions, beaucoup de questions. On va y répondre, mais juste après ça. Ce Louvre de la lumière et du désert, c'est ce message envoyé contre tous les obscurantismes, de manière indétricotable, irréductible. Nos religions sont liées, nos civilisations sont liées, et que ceux qui veulent faire croire, où que ce soit dans le monde, que l'islam se construit en détruisant les autres monothéismes sont des menteurs et vous trahissent. Bonjour Michel Scott. Bonjour Christophe. Du service étranger de TF1, merci de nous avoir rejoints. Avec vous, les coulisses de ce déplacement. Inauguration, bien sûr. Passage incontournable du Louvre, mais pas que. D'abord le Louvre. Pourquoi fallait-il y aller? C'est la question. Beaucoup de questions autour du sujet. D'abord, c'est un projet d'envergure qui a été lancé il y a des années et des années. Mais il fallait absolument que... Il n'est pas du tout anormal, si vous voulez, qu'un président de la République aille inaugurer un projet d'une telle ampleur. Évidemment, il n'y a pas que ça. Vous avez raison. Il y a d'autres choses. D'abord, on a plein d'intérêts là-bas. On a plein d'intérêts dans le Golfe, aux Émirats. Je rappelle quand même qu'on est au cœur d'une zone éminemment stratégique où on a investi. Elle est stratégique pourquoi ? 40% du trafic de pétrole mondial passe dans cette zone, dans le Golfe arabo-persique, dans le détroit d'Ormuz. C'est une zone qu'il a toujours fallu, je dis, les Occidentaux, mais les Français aussi, sécurisés. C'était vrai dans les années 70, il y a eu 2 chocs pétroliers. C'était vrai dans les années 90, la première guerre du Golfe. C'est ça, c'est sécuriser les approvisionnements énergétiques. C'était vrai dans les années 2000, post-11 septembre, à une époque en plus où l'Iran commençait à avoir des ambitions nucléaires. Et c'est d'ailleurs à cette époque que Nicolas Sarkozy avait décidé la création de cette base militaire. Alors dans les années 90, on avait déjà signé des accords de coopération militaire avec les Émirats, mais on est à 200 et quelques kilomètres des côtes iraniennes, hein, je le rappelle, c'est juste en face. Mais on a décidé aussi à la fin des années 2000 de créer cette base militaire, triple base militaire. Hein. On a quand même 700 hommes à peu près là-bas. C'est une base navale, une base logistique. On a une trentaine de navires militaires qui font escale à Abu Dhabi chaque année, dont le Charles de Gaulle. C'est une base aérienne. La base aérienne d'Al Darfra, elle a participé en particulier à l'opération Chamal et aux frappes contre Daesh. Donc elle a prouvé son utilité. C'est aussi une base de l'armée de terre. On a un contingent, un groupe tactique interarmes qui est positionné là-bas. C'est d'ailleurs la seule base permanente militaire française en dehors du territoire national, à part celle qu'on a en Afrique. On en a quelques-unes en Afrique. C'est la seule à l'étranger que l'on possède. Mais c'est une zone extrêmement stratégique, il est normal qu'on soit là-bas. Et je vous dis, les dernières années ont prouvé, et la guerre syro-irakienne a prouvé qu'elle était très utile. Alors, on reste justement avec le président. Michel, vous restez avec nous. Base stratégique et politique aussi. Il y a un livre qui est sorti du général De Villiers après son clash et son départ. Le président parlait il y a quelques instants aux troupes françaises. Il n'oublie personne. Écoutez-le. Soldats, marins, aviateurs, vous portez chacun un savoir-faire indispensable pour répondre aux missions que je vous ai confiées dans cette région aujourd'hui très perturbée du Proche et Moyen-Orient. Et je veux saluer l'action des hommes et des femmes des armées françaises qui, partout, font reculer l'hydre terroriste et permettent de chasser les groupes barbares de leur fief. Michel, c'est le chef des armées qui est en voyage aux Émirats Arabes Unis ?
Oui, bien sûr. Là, c'est vrai qu'il y a eu des épisodes un petit peu tendus avec la hiérarchie militaire, en particulier avec le général de Villiers, le chef d'état-major des armées, l'été dernier. Bon. Tout ça est sans doute derrière nous maintenant, et effectivement, le président, réendosse ses habits de chef des armées. Et là, il y a des enjeux, encore une fois, importants. Alors, on arrive. Quels sont les enjeux ? Est-ce qu'il y a un changement de stratégie du président Macron par rapport à ses prédécesseurs, Nicolas Sarkozy ou François Hollande, par exemple ? Là-bas, est-ce qu'il y a une autre image à jouer pour Emmanuel Macron ? Moi, je pense surtout qu'on est dans une situation qui est stratégiquement compliquée maintenant dans le Golfe. On arrive au bout de la guerre syro-irakienne, en tout cas de cette première phase. Daesh est défait, mais il faut rester mobilisé. Il y a eu un changement, une redistribution des cartes à la faveur de cette guerre. Notre ennemi traditionnel, l'Iran, il se trouve qu'il est revenu dans le concert des nations, à la faveur de l'accord sur le nucléaire en 2015. Il a été notre allié objectif dans la lutte contre Daesh. Il faut quand même le reconnaître pendant plusieurs années et jusqu'à maintenant. L'Iran, dont le protégé, Bachar al-Assad, a gagné la guerre. Il faut aussi le dire. Et d'ailleurs, les Chinois ne sont pas loin non plus. Voilà, tout ça rentre en ligne de compte. Mais l'Iran, qui était l'ennemi traditionnel, la raison pour laquelle nous avons aussi une base militaire là-bas, est devenu, sur toute une série de plans, un interlocuteur, un allié. Dans le même temps, nos alliés traditionnels, les monarchies du Golfe, traversent une crise existentielle assez intense. Je passe sur la rente pétrolière, qui n'est plus une garantie de survie pour eux, mais ils voient partout les succès du rival iranien. Au Liban, au Yémen surtout, ils se sont lancés, les Saoudiens, les Émiratis, avec l'aide des Égyptiens, dans une guerre qui coûte des milliards au Yémen pour contrer l'Iran. Et là, cette visite, elle vient aussi avec l'idée de réassurer cet allié stratégique, de le rassurer sur notre soutien, mais en lui disant, dorénavant, il va falloir le aussi président de la France, je vous pose la question à tous, Emmanuel Macron, ou le super patron de la start-up France dans les Émirats. On a des choses à défendre ou à prouver ? D'abord, c'est la première visite du président depuis son élection au Moyen-Orient. Moi, je pense qu'il y a une conjonction de faits qui donne à cette inauguration toute sa dimension. D'abord, il hérite d'une situation qui a été, d'un projet qui date depuis 10 ans. C'est lui qui en retire aujourd'hui tous les bénéfices puisqu'il est au cœur. Initié par Jacques Chirac. Initié par Jacques Chirac. Il est au cœur de cette inauguration. Il y a peut-être notre perte d'influence dans cette région du monde. Et il y a pour ces pays une volonté de visibilité à l'international et se servir du Louvre comme un soft power pour cela. Enfin, ça fonctionne très bien. Tout ça marche très bien, en fait. Et ce qu'on peut constater aussi... C'est bien tombé ? Ouais, c'est bien. Oui. Ça tombe bien, je trouve. Oui. Entre l'inauguration, le côté officiel et paillettes, on va y revenir, et... le job qu'a à faire, vous nous l'avez expliqué, du président Macron pour la France. Oui, et puis il y a un message subliminal là-dessus. Lutter contre l'obscurantisme, c'est pas un message seulement à destination des Iraniens, c'est aussi, les Émiratis, mais aussi les Saoudiens juste à côté, sont lancés dans des projets de réforme sociétale très très importants qui changent très très fondamentalement l'avenir de leur pays. Mohamed Ben Salman, le jeune prince héritier saoudien, est en train de transformer complètement le royaume. À grands coups de balai. Oui, alors en concentrant tous les pouvoirs, ça c'est la limite un peu de l'exercice, mais il le fait vraiment. Et le message véhiculé par cet universalisme du musée du Louvre, c'est aussi un message d'accompagnement et d'encouragement dans ce sens. On a parlé justement à travers ce musée, cher Philippe, du rayonnement de la France porté par le président, oui, non ? Oui, évidemment, c'est que du bénéfice pour la France, ce musée. Quand vous regardez, par exemple, déjà... C'est la France qui rayonne. La France a construit ce musée encore plus vite que les Américains avec le Guggenheim sur place qui n'est pas encore fini. Donc la France, et ça se vend partout, la France est populaire. Et donc c'est un formidable atout, non pas seulement pour la France qui va gagner, si je ne me trompe pas, 1 milliard d'euros sur 10 ans avec l'implantation de ce musée à Abu Dhabi, mais aussi
c'est bénéfique pour le pays, parce que le pays se dit, nous avons des amis occidentaux dans la France, qui vient s'installer chez nous. Et tout ça, c'est un calcul des deux côtés. Pour la France, c'est de l'argent pour la France et de l'argent pour la culture française, qui est quand même très important, alors que les budgets pour la culture ont été réduits en France. Donc, c'est positif ici. Ça va rapporter la France, beaucoup d'argent au Louvre. Voilà, la France s'implante à l'étranger, tout le monde le veut. Et de l'autre côté des pays du Golfe, c'est quelque chose qui date de la guerre, l'occupation du Koweït. Ils ont compris à l'époque que quand ils s'étaient investis dans l'Europe, ils avaient fait venir les Européens, ils avaient une espèce de sauvegarde que les Européens soient prêts au cas où à intervenir pour les protéger. Et donc, on invite la France à s'installer chez nous, on est gentil envers la France, et on sait que la France aura une bonne opinion de nous, et si on a des problèmes avec nos voisins, et la France viendra nous soutenir. Il y a donc une compétition, on va y revenir dans un instant. Avant, il y a cette séquence que l'on va vous montrer dans la médiasphère. Il y avait la visite du président Macron, de son épouse, dans ce musée, dans ce Louvre à Abu Dhabi. Et puis, regardez, c'est filmé, bien évidemment. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, stop. On pouvait le voir hier sur le Facebook Live de l'Élysée. Interdiction de filmer cette séquence. Il y a une jeune femme, pendant qu'on va parler, qui va intervenir. Vous allez voir, rester sur ces images. Comment vous interprétez, cher Michel, vous connaissez bien la région et les pratiques, ce genre de choses. À un moment donné, même quand un président est en visite, on ne peut pas tout faire dans ces pays. Ah oui, ça c'est sûr. Hein. Il y a une habitude. Moins on en montre, mieux c'est. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais dans le doute, il vaut mieux éviter. Voilà. Donc c'est des réflexes policiers un peu innés là. Est-ce que, et ça sera ma dernière question, il y a des parts de marché à prendre, qu'elles soient politiques, stratégiques ou financières, dans cette visite du président ? C'est un partenaire commercial de longue date, hein, les Émirats Arabes Unis. Ils doivent avoir une 60aine de Mirage français. Ils n'ont pas acheté le Rafale encore. Non, ils n'ont pas, contrairement aux Égyptiens, aux Saoudiens, aux Qataris. Ils n'ont pas acheté le Rafale. Peut-être aux Malaisiens d'ailleurs bientôt. Mais bon, donc c'est un dossier qui avance lentement. Mais de toute façon, c'est un partenaire aussi énergétique très, très important. Donc oui, il y a des enjeux. Merci beaucoup, Michel, d'avoir été avec nous. On vous retrouve très rapidement dans la médiasphère. On va se plonger au cœur de la France. La France de qui ? Eh bien, la France de Jupiter. Et dans cette France, il y a cet hommage discret du Premier ministre hier sur la stèle de Ilyane Halimi, victime en 2006 du gang des barbares à Bagneux. C'était le profané la semaine dernière pour la deuxième fois. Et quelques heures après cet hommage discret du Premier ministre, eh bien, Édouard Philippe prenait la parole devant la représentation nationale. Écoutez. Colère, indignation, dégoût même, tristesse. Voilà ce que m'inspire cette nouvelle dégradation de la stèle érigée à la mémoire d'Ilyane Halimi. Avec ce vandalisme brutal, avec ces inscriptions odieuses, une nouvelle fois, on insulte la mémoire d'un jeune Français sauvagement torturé et assassiné. On insulte sa famille, à laquelle je pense aujourd'hui. On m'insulte. On insulte tous les représentants de la nation. On insulte la République tout entière. Des mots forts du Premier ministre. Pour la deuxième fois, en 2 jours, il prend la parole. On a souvent raillé 2 prénoms pour un nom. On a le sentiment quand même que depuis quelques jours, Édouard Philippe, sur des thèmes réganiens, prend la parole, s'impose et impose quand même, on appelle ça la France de Jupiter dans cette émission, mais une vision, une certaine vision et sa vision de la France. Oui, et aussi une gravité dans les mots d'Édouard Philippe qui ont été très justes et très, très mesurés, très posés, très calmes. On m'insulte, dit-il. On m'insulte, c'est fort, c'est très fort, mais c'est toujours dit avec un certain calme, un certain recul. Et c'est vrai, peut-être, on a cette impression, peut-être pour la première fois, de profondeur, de gravité dans ce qu'a dit Édouard Philippe. Et moi, cette affaire-là, elle est évidemment odieuse, affreuse, on peut mettre tous les mots qu'on veut, mais quel échec, en fait, pour la République, pour la cohabitation, pour tout ça. C'est symbolique, c'est très révélateur, ces profanations. C'est tellement honteux, odieux, que
Ça montre un réel échec de combat de l'antisémitisme qui est toujours là, que la mère d'Ilan Halimi soit obligée d'aller enterrer son fils en Israël parce qu'elle aurait peur que sa tombe soit profanée en France. C'est d'une gravité extrême et absolue. Et ça montre véritablement l'échec de cette politique. Alors c'est intéressant, dans cette gravité, on en parlait juste avant l'émission, vous disiez, cher Muriel, que le Premier ministre avait pris, non pas de l'épaisseur, mais avait pris avec lui cette idée de la République, de la France, et peut-être même, comme le disait Pierre, cet échec de la France ou d'une politique de la France en matière de lutte contre l'antisémitisme ou le racisme. Oui, enfin, en plus, juste après ce procès Meira, où quand même on peut s'interroger sur la justice et sur la vision de la justice, je trouve qu'il le fait très bien et il le fait avec une vraie profondeur, une vraie sincérité. Donc il est très juste là, et dans sa communication, il est juste sur le fond et sur la forme. Et je trouve qu'il a très très bien fait de s'exprimer sur ce sujet et de cette façon-là. Ça lui redonne effectivement, sur des sujets régaliens, ça lui redonne ou ça lui donne présence. Parce que souvent, ces sujets ont été pris par le président, et là, on a le sentiment que le Premier ministre s'affirme. Mais Comme un patron aussi. Il en a besoin. La semaine dernière, moi, je disais qu'il était un peu transparent. Alors, c'est vrai qu'il fait le job, mais ça ne se voit pas tellement, le fait qu'il fasse le job. Et là, tout d'un coup, il reprend la parole. Enfin, à titre personnel, il me semble qu'il devrait prendre la parole un petit peu plus souvent, de cette façon-là, parce que ça lui correspond. Hein. Il est aligné avec lui-même. Il est juste dans ses propos parce qu'il ressent ce qu'il dit. La France est toujours en état de choc après les attentats d'il y a 2 ans. Et l'attentat de Charlie Hebdo. Quand j'entends Édouard Philippe parler comme ça, j'ai l'impression que c'est encore un peu nous sommes tous Charlie, nous sommes tous Ilan Halimi. Et il a, pour même moi, si, il a bien depuis quelques fait. jours, nous sommes tous Charlie, Voilà, semble fragilisé quand même. Voilà. Non mais oui et non. Mais qu'est-ce que vous voulez est-ce que vous voulez qu'ils ne disent rien? Si on n'en parlait pas, si les députés disaient c'est pas notre sort de parler de ce genre d'événement, ça serait encore moins bien perçu par le public français, donc il fallait dire quelque chose. Et je pense qu'il est dans son rôle en tant que Premier ministre à défendre les valeurs de la France, à défendre les Français, et il est vrai ce qu'il dit, il est vrai que même si on est en train d'attaquer la tombe d'un victime juif d'un événement absolument épouvantable, et les gens qui font ça sont en train d'attaquer la République française et tous les Français. Et donc il a très bien fait de parler comme il a fait, il fallait dire quelque chose. C'est intéressant d'ailleurs justement de mettre République derrière ces mots d'antisémitisme et de racisme, parce que on est là pour parler de communication et d'image. On ne savait pas jusqu'à hier, à quelques minutes même de l'intervention du Premier ministre, qu'il avait été dans la matinée à Bagneux se recueillir devant cette stèle. Aucune image, aucune photo bien évidemment. Et puis là, cette déclaration, et encore une fois, au nom de la République. Oui. Pour une fois, ça fait du bien de ne pas avoir eu d'image. Ça veut dire que, et là je rejoins tout à fait ce qui a été dit, le mot sincérité, il est extrêmement sincère dans ses propos, et on le sent, et ça se sent quand il prononce ces mots. Je pense qu'il a vraiment été blessé et touché. Et peut-être que, pour une des premières fois, il rentre en tout cas dans son rôle, dans toute sa dimension de Premier ministre, qui n'est pas seulement de porter la parole présidentielle, mais aussi, quand il y a des actes aussi graves, de parler au nom de la France. Et parler en son nom, encore une fois. Oui, alors il y a autre chose aussi. Pourquoi le Premier ministre en a parlé? Est-ce que c'est parce que c'était lui qui a voulu? Mais bon, qu'est-ce qui s'est passé hier? Emmanuel Macron est parti à Abu Dhabi. Est-ce que c'était à Emmanuel Macron à Abu Dhabi de parler de cela? Je pense que c'est mieux que ce soit le Premier ministre dans l'Assemblée nationale, entouré des députés, la représentation de la France, dont dire quelques mots. Quelques heures après la séquence Charlie, loin dans un pays où ça aurait peut-être causé des problèmes de parler de cela. Donc je pense que c'était bien que ce soit le Premier ministre qui en parle hier. On va rester pas très très loin, et peut-être même à l'intérieur d'ailleurs de cet hémicycle de l'Assemblée nationale, et on va parler d'immunité, de levée d'immunité parlementaire hier de Marine Le Pen. Bientôt une convocation de la patronne du FN devant les juges pour avoir diffusé en 2015 sur Twitter des photos de victimes de l'attentat et notamment de Daesh, avec ce commentaire: Daesh c'est ça, il y a le fond, il y a la forme, il y a le déferlement de commentaires sur les réseaux sociaux entre victimisation et condamnation, déchaînement, appel même au boycott sur Twitter et sur Facebook, le hashtag soutien Marine, réaction dans les couloirs de l'Assemblée. On y revient tout de suite.
on nous empêche tout simplement de nous exprimer par tous les moyens. On nous refuse un groupe, on empêche Marine Le Pen et Gilbert Collard de montrer ce que Daesh souhaite faire à nos compatriotes, on empêche les représentants du Front National de pouvoir assumer leurs fonctions dans leur plénitude et dans l'intégralité de celle-ci. En réalité, ça ne va pas l'empêcher d'exercer son mandat parlementaire, ça lui permettra de faire valoir ses droits de la défense et ça me paraît dans ce cadre-là quelque chose de correct, de convenable, même si je m'attends bien, et c'est déjà parti, à un effet de victimisation et de l'antisystème contre elle. J'ai voté contre comme je l'avais fait au nom du groupe pour Gilbert Collard, parce que je suis attachée aux principes, nous sommes attachés aux principes qui fondent notre République et notre système démocratique français et qui confèrent aux députés, aux parlementaires, une immunité. Effectivement, hein, depuis hier, déchaînement de passion, de mots sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, entre victimisation et interrogation sur la justice. Peut-elle rentrer comme ça, quasi impunément ou avec une porte largement ouverte dans l'hémicycle ? C'est des questions qui se posent, cher Muriel, aujourd'hui. Oui, enfin moi, ça m'interroge sur notre capacité à accepter de regarder la vérité dans son expression la plus difficile, la plus violente et la plus crue. C'est vrai que ces images sont violentes, mais c'est ça Daesh. C'est ce que disait d'ailleurs sur son tweet Marine Le Pen, c'est ça Daesh. Et en même temps, quand il y a quand même cette image du journaliste américain des vrai. Oui, mais de toute façon, cette image du journaliste, on l'avait vue déjà sur les médias. Mais en même temps, ça nous interpelle sur cette capacité à accepter de regarder véritablement ce qui se passe. Et vous le disiez tout à l'heure, il y a Halimi, il y a Mera, il y a Charlie Hebdo, il y a les attentats. À un moment donné, il faut un petit peu sortir de l'angélisme et regarder la vérité telle qu'elle existe. Il y a l'exclusion des femmes des territoires perdus de la République, il y a toutes les violences qui sont commises au quotidien. Il faut que la France se réveille à un moment. C'est quoi notre quotidien ? Comment est-ce qu'on lutte réellement contre ça ? Pourquoi ne pas accepter à un moment donné de regarder au fond des yeux ce qu'est dire les choses, montrer les choses quand on combat ? Moi, je pense, oui, moi, je pense qu'il faut montrer les choses. Après, ça interpelle sur le rôle des politiques. Jusqu'où un politique peut-il aller ? Est-ce que c'est le rôle du politique ? Est-ce que c'est le rôle des médias ? Mais par moment, en France, on est dans une espèce d'angélisme qui fait qu'il ne faut pas montrer, il ne faut pas dire, il faut se protéger. Non, la réalité, c'est alors justement, est-ce que la stratégie de Marine Le Pen en termes de com était la bonne ? C'est-à-dire la victimisation depuis hier en disant « je suis coupable, on m'accuse de… » c'est pas forcément, si on veut aller sur cette ligne-là qui est la vôtre, c'est pas forcément la bonne stratégie. Moi, je crois d'abord qu'il faut rappeler un premier point. Pourquoi il y a l'immunité parlementaire ? C'est que c'est la garante de la séparation stricte des pouvoirs. Et la personne qui l'explique le mieux dans tous les témoignages qu'on a vus, c'est Clémentine Autain, qui assume d'avoir voté contre la levée, pour Gilbert Collard comme pour Marine Le Pen. Et je comprends, c'est quelque chose que je comprends, un argument absolument recevable. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question de la justice, qui a toujours un pied dans la porte face au pouvoir législatif. Après, la deuxième question, c'est est-ce qu'on peut tout montrer ? Est-ce qu'il faut tout montrer ? Je pense qu'aucun internaute n'a attendu le tweet de Marine Le Pen pour voir les horreurs que fait Daesh à nos compatriotes. Et pour connaître les textes de loi qui régissent exactement. La diffusion. Donc je pense que personne n'a attendu ça pour voir, pour voir ces horreurs-là. À voir les suites judiciaires, moi, cette levée d'immunité parlementaire, comme disait Clémentine Autain, moi, je suis assez sceptique. Oui. Philippe, moi, je suis, parlez-nous de chez vous. D'abord, je ne suis pas très souvent d'accord avec Marine Le Pen et le Front National. Et dans cette histoire, je suis très choqué par ce qui lui arrive, Marine Le Pen, parce que je trouve que c'est totalement scandaleux qu'on lève son immunité parlementaire parce qu'elle a tweeté 3 photos. Ok, elle a fait une erreur, c'est avec la première photo de James Foley, le journaliste américain, qu'on voit sur la photo allongée. On voit pas sa tête, mais elle n'aurait pas dû faire ça sans l'autorisation de la famille. Elle s'en est excusée après. Donc, et 2 autres photos, c'est des inconnus, des gens qu'on ne connaît pas. Une qui a été écrasée par une tank et l'autre qui fait brûler dans une cage. Bon, vous avez tous les 2 raisons, tous les 3, que je pense qu'il faut montrer ce que Daesh fait. Si on montre pas aux gens la vraie nature de ces personnes, comme on a fait pendant la Deuxième Guerre mondiale avec les camps de concentration, on n'arrivera jamais à bout de ces atrocités. Donc je pense et à quoi sert une intervention du Premier ministre à l'Assemblée nationale alors ? Deuxième chose, où s'arrête le droit de tweeter et le droit de la parole libre en France, le droit de l'information? Est-ce que parce qu'on a tweeté des photos, on se trouve devant les juges, on risque une peine de prison? Je suis scandalisé parce que ça commence à montrer
qu'on n'est pas libre de faire Vous avez ce débat, cher Philippe, en Angleterre? Comment? Vous avez ce débat en Angleterre? Alors, je dirais qu'en Angleterre, je pense pas qu'un député aurait tweeté ces photos. Mais dans le cas où ça aurait été le cas, je pense pas qu'on aurait eu un scandale comme on a eu avec Marine Le Pen en France. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que c'est parce que c'est Marine Le Pen? J'allais vous poser la question. Est-ce que c'est parce que c'est Marine Le Pen? On veut la battre, on veut arrêter, empêcher le Front National de revenir. C'est ce que ses soutiens disent d'ailleurs. Hein, et évidemment, Marine Le Pen, l'affaire est trop belle pour ne pas se poser en victime. Donc on se retrouve dans le cas de figure typique du Front National, victime d'un côté, harcelé de l'autre, et en l'occurrence, c'est le droit d'expression, la liberté de parole en France qui est mise en question. Et là, c'est pas bon. D'accord sur cette liberté de parole, voire de pensée, hein, disent certains sur les réseaux sociaux. Vous pouvez les voir, bien évidemment, pendant qu'on parle, sur, à nouveau, le Front National victimisé, Marine Le Pen victimisée, alors que, quelque part, la cause face au terrorisme peut sembler juste. C'est-à-dire que si le camp adverse de Marine Le Pen voulait lui donner des arguments, il n'aurait pas mieux fait que ce qu'ils viennent de faire en levant son immunité parlementaire. Donc ce qui vient d'être dit, j'ai rien à ajouter, au-delà c'est de très Marine Le juste. Pen, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut montrer les exactions, il faut montrer les horreurs, parce qu'on ne peut pas se contenter de dire que ce n'est pas bien. C'est un combat de l'image. Oui, mais il faut qu'on prenne, il faut prendre conscience quand même de la réalité de ce qu'est Daesh. Et vous savez, ça va faire un buzz. Ça va faire du bien à Marine Le Pen quelque part, parce qu'on va parler d'elle encore une fois. Je me demande si elle va pas être relaxée à la fin de cette histoire, comme on l'a fait avant dans d'autres procès, comme pour les prières dans la rue, etc. Donc, mais c'est Marine Le Pen qui profite d'une situation épouvantable, atroce, pour se faire une santé politique peut-être, parce qu'on a été trop bête à lui imposer une peine en faisant partie de son immunité parlementaire. Mais c'est trop, pardonnez-moi l'impression, mais je trouve ça trop con. Voilà, la parole est libre dans la médiasphère. Tiens, on reste du côté de l'Assemblée nationale, toujours côté coulisses, toujours côté couloir. C'est notre retour sur l'info. Vous voyez, il arrive, il s'installe, c'est l'ami Frédéric Delpech du service politique de LCI qui nous rejoint. On va parler de la fronde des députés qui refusent, comme nous, chers Français, de se mettre au régime sec voulu par le président. Et vous allez les entendre avant, cher Frédéric, de vous entendre. Ils l'ont fait savoir hier à l'Assemblée. À chaque fois que nous pourrons prendre des décisions rationnelles qui coûtent moins cher aux contribuables et qui permettent d'exercer notre métier dans des bonnes conditions, il faudra le faire. Nous avons dans le groupe les constructifs des députés Outre-mer et qui préfèrent par exemple louer évidemment un appartement par Airbnb ou une location traditionnelle plutôt que de faire 3 semaines à l'hôtel. On peut comprendre qu'on rembourse, comme on rembourse des chambres d'hôtel, ce type de location. Le plus important à comprendre, c'est qu'effectivement l'Assemblée nationale doit se renouveler, doit trouver des nouvelles manières d'être gérée. Moi, j'ai même proposé que certains amendements, pour éviter justement de dormir à Paris, soient votés en ligne ou au téléphone. Un clic ? Pourquoi pas ? Alors, cher Frédéric, pas content les députés hier. Oui, alors ceux qu'on vient d'entendre sont plutôt pour, hein. Ils sont plutôt favorables à ces économies. Alors, pour faire un petit retour en arrière, les députés, jusqu'à C'est comme présent... les réformes pour les Français, tout dépend des économies, c'est oui, ça? Voilà, tout dépend des économies. Et qui ça touche? Alors, les députés, jusqu'à présent, ils avaient, alors, outre leur indemnité de 7 000 €, ils avaient ce qu'on appelle une enveloppe pour les frais de mandat, hein, l'IRFM, qui, à peu près 5 500 € par mois. 7 plus 5 500. Qu'ils dépensaient à leur gré, sans rendre de compte. Il y a une petite réforme, maintenant, ça sera des notes de frais. Donc il y a un débat actuel qui est en cours à l'Assemblée sur cette liste de notes de frais. Qu'est-ce qui est éligible, pas éligible dans les notes de frais pour les députés? C'est la déontologue de l'Assemblée qui est chargée de rédiger cette liste. Elle a été présentée hier dans un bureau de l'Assemblée, donc l'organe qui prend les hautes décisions à l'Assemblée, qui est composé de 22 députés. Et là, ils se sont pas mis d'accord sur cette liste parce que c'est compliqué. C'est un peu l'inventaire à la Prévert. On a déjà un petit avant-goût, mais par exemple, un seul exemple, les députés En Marche, il y en a beaucoup de jeunes, il y a des femmes, ils souhaitent que les frais de garde d'enfants soient intégrés dans cette fameuse liste parce qu'il y a des séances de nuit. La déontologue leur dit non parce que c'est pas conforme à ce qui se fait dans les entreprises, donc vous auriez un régime de faveur. Pourquoi on vous rembourserait? C'est intéressant ce que vous dites. L'idée, c'est de mettre l'Assemblée nationale comme une bonne entreprise. On est toujours dans la start-up Macron. Oui, ça ressemble un peu à ça. Ça, c'est pour les frais de garde. Il y a un débat qui n'est pas encore tranché. Voilà.
on a entendu sur l'hébergement jusqu'à présent. Ça, l'hébergement. Voilà, les députés aller à l'hôtel, ça coûte en moyenne autour de l'Assemblée 200 € la nuit pour l'hôtel. Donc l'idée, c'est on va peut-être favoriser d'autres systèmes de location, courte durée, Airbnb, etc. pour faire des économies. Est-ce que les députés y sont favorables ou pas? Est-ce que ça rentre dans les frais de mandat? Il y a les frais de coiffure. Il y a eu un débat important hier sur les frais de coiffure. Oui, les frais de coiffeur pour les députés. Est-ce que ça rentre ou pas dans les frais de représentation en quelque sorte? Eh bien, c'est pas tranché. Et la déontologue y est plutôt favorable. Elle dit qu'il faut intégrer les dépenses raisonnables et qui sont liées au mandat. Donc ça peut être une dépense raisonnable et liée au mandat, les frais de coiffure pour les députés. Bref, c'est une liste à la Prévert. On s'écharpe là-dessus, c'est pas tranché. Et c'est vrai que l'idée de faire des économies... Il y a des tractations entre groupes? Il y a aussi des rivalités. Est-ce qu'il y a une sainte alliance ou union pour conserver les privilèges? Vous avez senti ça hier? On va dire, ouais, qu'il y a en tout cas ceux qui veulent laver plus blanc que blanc. Il y a eu, par exemple, le premier questeur, le député En Marche, Florian Bachelier, qui a divulgué dans la presse cette fameuse liste. Ça n'a pas du tout plu parce que 10 millions d'économies dès 2018, c'est beaucoup. Il y a le président de l'Assemblée, François de Rugy, qui lui aussi veut montrer qu'il veut faire des économies. Thierry Solaire également. Et puis il y a d'autres députés. Alors, par exemple, je vous prends un seul exemple. La France Insoumise, hier, par la voix de Clémentine Autain, elle dit « Oui, moi je ne suis pas d'accord. On dit frais de mandat, on va les contrôler, mais ça sera externalisé par une société extérieure du privé pour faire ce contrôle. » Comme pour les PV. Eh bien non, on n'est pas d'accord, ça doit rester au sein de l'Assemblée. Bref, ça n'en finit pas. Ça va nous amener jusqu'à hein. quand, cette petite histoire et cette tambouille interne? Alors, rendez-vous le 29 novembre pour le prochain bureau de l'Assemblée. Ils promettent qui seront d'accord sur cette fameuse liste des frais remboursés et pas remboursés. Donc là, il y a presque un mois de tractations qui vont reprendre. Ça paraît un peu dérisoire quand on regarde ça de l'extérieur, mais pour les députés, ils disent que c'est fondamental, c'est en quelque sorte leur manière de pouvoir travailler. Et aujourd'hui, avec cette vague de nouveaux députés En Marche, les plus de 300, ils veulent une façon plus moderne, qui correspond à ce qui se fait dans les entreprises, de travailler en quelque sorte. Oui, cher Muriel, le monde de l'entreprise au cœur de l'Assemblée nationale. Peut-être que ça doive être clair, transparent, déclaré, c'est une évidence. Que les frais doivent faire partie de notes de frais avec des listes, c'est une évidence aussi, tout le monde attend ça. Mais je trouve que c'est un peu surréaliste. Est-ce qu'on ferait dormir des cadres d'entreprise sur une banquette de 50 ou de 80 cm toutes les nuits après des séances de nuit et des séances de travail? Non, on les met dans des hôtels. Enfin, je veux dire que les députés bossent. Alors la vraie question, c'est est-ce qu'il faut faire des économies? Et dans ce cas, oui. Oui, par exemple, au fait qu'on ne laisse pas un bureau, un chauffeur, un collaborateur pendant 10 ans aux anciens présidents de l'Assemblée. Oui. Les frais de transport pour d'ex-députés aussi. Ont été prises, ok. Mais si on veut faire des économies, par exemple, on peut s'interroger sur les séances de nuit. Est-ce qu'il faut continuer à avoir des séances de nuit où finalement on paie tous les collaborateurs de l'Assemblée le double de leur salaire, pas les députés, les collaborateurs, c'est-à-dire près de 200 personnes qui restent là la nuit pour les séances de nuit, et pas les députés. À un moment donné, il faut accepter de payer les gens pour avoir des gens de qualité aussi. Sinon, on n'aura plus que des rentiers, des gens qui ont des fortunes personnelles qui accepteront de faire de la politique. Mon cher Philippe. Bon, alors il faut faire très attention parce que vous vous rappelez qu'en Grande-Bretagne, en 2009, on a eu ce qu'on avait appelé le scandale des frais parlementaires. Où ça commence avec une enquête par un journal qui a trouvé que les gens achetaient des bouchons pour leur baignoire, qui achetaient des pompes pour leurs bassines pour les canards, ils achetaient... voilà. Et donc, ça dégénérait sur une espèce de bérésina sur toutes les politiques. On a trouvé même des gens qui achetaient des films érotiques avec leurs frais parlementaires pour les visionner à la maison. Donc, c'était... ça a mis en bisbille tous les politiques vis-à-vis de l'opinion publique. Donc, oui, je pense qu'il faut faire des économies. Je pense que je suis d'accord avec Muriel sur les frais pour la nuit. Bon, il faut trouver une solution. Mais sur le nombre de voitures, sur les frais de bouche, sur les déplacements, etc., on n'est pas... que ce soit Orange, l'unique fournisseur téléphonique de l'Assemblée nationale, il faut peut-être trouver une façon de réduire quelques... C'est le problème du juste milieu. On a supprimé la réserve parlementaire, par exemple. On a supprimé la gratuité des billets de train pour les anciens députés. Tout ça est très logique et très légitime, bien sûr. Merci beaucoup, cher Frédéric. On vous retrouve très vite dans la médiation. Vous nous tiendrez au courant des coulisses et des tractations et des évolutions. Acceptées ou pas acceptées, bien sûr. Jusqu'où on va aller, notamment comme le faisaient nos amis anglais, mais ils ne le font plus, on se rassure. L'achat de films. Il y en a beaucoup qui ont perdu leur place à cause de ça. Voilà, comme quoi ça peut aller loin. C'est l'heure de râler, mes enfants. Alors, râlons enfants.
Et ceux qui râlent, c'est ce matin, c'est l'association anticorruption Anticor qui râle encore plus fort, qui porte plainte contre Richard Ferrand, le chef de file des députés LREM, afin de relancer l'enquête un mois après la décision du classement sans suite du parquet de Brest. Alors pourquoi, acharnement ou pas, on écoute le patron d'Anticor et on y répond après. Nous ne sommes pas d'accord avec l'analyse du procureur qui estime que l'éventuelle infraction de prise illégale d'intérêt serait prescrite, puisque nous, au contraire, nous estimons que cette infraction n'est pas encore prescrite, puisqu'il s'agit en l'espèce d'une infraction dissimulée. Et à partir du moment où l'infraction est dissimulée, le délai de prescription ne commence pas à compter des faits, mais à compter de la révélation des faits. Donc pour nous, le délai de prescription commencerait uniquement à compter de la publication de l'article du Canard enchaîné qui a révélé toute l'affaire. La question avant ce sonore, cher Pierre Dumazeau, c'était acharnement ou pas? Non. Ou pas. Pas d'acharnement. Juste entre parenthèses, l'immunité de Richard Ferrand, elle va très très bien, malgré toutes ces affaires. Fin de la C'est pas mal de le souligner. Et d'un autre côté, il a été quand même relaxé par le... Oui, mais quand on lit le Canard, qui a posé des questions sur la justice et le procureur de Brest, enfin on pourrait débattre 1 milliard de fois là-dessus. La décence voudrait que Richard Ferrand soit s'explique, soit se mette en retrait de ses fonctions. Et malgré le classement sans suite du parquet de Brest. C'est-à-dire que classement sans suite, classement sans suite. Non mais sauf qu'Anticor, c'est pas une association sortie de nulle part avec 3 gus. Hein. Pardon de dire ça, mais Anticor, il y a des chartes. Et d'ailleurs, ils portent plainte à Paris. À Paris. Et puis Anticor, ils font signer des chartes plainte, juge d'instruction, aux municipalités, nouvelle enquête. bien sûr, nouvelle enquête, etc., etc. Anticor, c'est une vraie association sérieuse et responsable. C'est pas des gens qui cherchent, disons, à faire du buzz sur une personne sur laquelle on s'acharne. Donc, si la plainte est recevable, c'est bien qu'il y a quelque chose quand même. Et si le Canard, après la relaxe, a posé on verra autant de d'ailleurs questions, justement si cette plainte est recevable ou pas, ça sera une bonne indication sur les suites judiciaires. C'est bien qu'il y a aussi quelque chose. Et encore une fois, ça pose la question de ce que dit la justice et de l'image et de la morale en politique, ce qui était le fer de lance d'Emmanuel Macron. Moi, ça me gêne aujourd'hui de voir Richard Ferrand comme ça applaudi à l'Assemblée nationale parce qu'il y a affaire, et encore plus si la plainte d'Anticor est recevable. Mais comme ça me gêne de voir tous les exfiltrés du gouvernement pour des affaires aujourd'hui qui sont à l'Assemblée ou qui occupent des postes importants, ça en termes de morale politique, ça gêne. Et je pense que les Français ne comprennent pas ça aujourd'hui. Donc pour moi, il y a aucun acharnement. Non. Pas d'acharnement. Oui, Anticor dit, on veut corriger les failles de la législation. Il faut qu'il y ait une égalité de traitement, à la fois avec les autres politiques. Je vous rappelle quand même que durant la campagne, certains ont été écartés. C'est moins qu'on puisse dire. Voilà, c'est moins qu'on puisse dire, et qui ont subi un traitement très compliqué dans l'affaire Fillon, par exemple. Donc il faut qu'il y ait une égalité de traitement. Par haute parenthèse, on n'entend plus trop parler aujourd'hui. Là. Oui, l'affaire n'est pas close, mais... l'instruction est en cours. Moi, je pense qu'il faut une égalité de traitement, avec les autres politiques. Absolument. Et avec les citoyens. Très intéressant. Pourquoi avec les citoyens ? Parce que si vous étiez dans un cas de patron et de chef d'entreprise, on serait dans des cas d'abus de société, dans des cas d'ABS, dans une situation de ce genre. ABS. Donc, ça vaut cher en général, comme vous dites, ça coûte même votre job, votre place, votre entreprise. Donc, voilà, sur le fond, je ne sais pas. En tout cas, il faut une égalité de traitement. Et je trouverais, comme vous, assez juste que Richard Ferrand se mette en disponibilité pendant le traitement de cette affaire. Mais c'est incroyable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'affaire. Comme je disais, le parquet a classé sans suite. Là, il pourra y avoir une autre affaire. Donc ce que vous dites, c'est si jamais la plainte est recevable, à ce moment-là, à nouveau, il faut que Richard Ferrand se mette... Parce que sinon, il va passer son temps. Imaginez qu'il y ait une succession de plaintes à se mettre en disponibilité. Je suis désolé, Christophe, mais pour moi, cette affaire est réglée. Ça a été classé sans suite, donc il est tout à fait dans son rôle à l'Assemblée nationale. Je ne vois pas pourquoi il devrait dire, finalement, il y a peut-être une plainte contre moi qui va venir. Ça veut dire que l'épée de Damoclès d'une éventuelle plainte... Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas été démis de ses fonctions la première fois alors qu'il était confirmé par Emmanuel Macron dans son poste. Donc, c'est le problème de l'image. Il peut quand même rester dans le gouvernement. Il aurait fallu taper fort dès le début pour se débarrasser de Richard Ferrand la première fois que cette histoire est venue. Le président ne voulait pas. Ils l'ont pas fait. Donc, pourquoi le faire maintenant quand c'est une espèce de plainte supposée qui va venir, on verra bien de quoi il s'agit, mais n'excitons pas avant qu'on soit au courant de ce qui se passe. Peut-être c'est rien, peut-être c'est quelque chose, mais pour le moment on ne sait pas. Et je ne vois pas pourquoi il devrait démissionner. Non, mais c'est vrai, vous avez parfaitement raison. Il aurait fallu le faire au début. Ouais. Je suis d'accord avec vous. Il aurait fallu dès le début. C'est complètement ridicule. C'est sûr, mais ça n'a pas été... Mais ça ridiculise encore plus les politiques en disant on le laisse faire et on revient une deuxième fois, maintenant peut-être qu'ils ont raison, on va peut-être le virer. Mais
dans quel monde est-ce qu'on vit? Ben voilà, ce sera la question de la fin de cette émission. Dans quel monde vivons-nous? On essaiera d'y répondre. La question, on ne trouvera jamais la réponse. Demain, 9h, on se retrouve dans la joie et la bonne humeur, toujours pour les coulisses de l'info. Merci beaucoup à tous les trois, merci à ceux qui sont venus sur le plateau. Et merci surtout à vous pour votre fidélité. La République est en marche, c'est juste après.